Alors que Tamara Harley, responsable communication interne, Jean-François Granat, directeur marketing et communication B2B et moi enregistrions un épisode sur l'emploi dans la communication, nous nous sommes mis à parler de l'IA. Oui, l'intelligence artificielle. Et évidemment, vous ne m'avez pas attendu pour vous renseigner sur ce sujet ô combien essentiel dans notre métier de communicant, mais justement, avec Jean-François et Tamara, nous avons souhaité regarder les dangers pour notre métier, car oui, il y en a, et évidemment les opportunités sont là, et l'assistanat c'est sensationnel. Mais nous avons évidemment parlé de notre responsabilité de communicant vis-à-vis de l'IA. Alors, parce que c'était une parenthèse qui finalement s'est avérée assez longue, je vous fais part de cet entretien sur l'intelligence artificielle et les communicants. Et quant à moi, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Tamara Harley et Jean-François Granat reviennent très vite pour un épisode, comme je vous le disais en introduction, consacré à l'emploi dans notre beau métier. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne écoute en leur compagnie. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Je pense à nos jeunes et je pense aussi à l'intelligence artificielle. Et on va faire un aparté sur ce sujet qui est évidemment un sujet fondamental dans nos métiers. C'est un grand bouleversement, c'est la deuxième révolution après Internet, évidemment. Aujourd'hui, nous qui ne sommes plus vraiment jeunes, nous avons passé 45 ans tous les trois, Tamara, Jean-François et moi-même. Comment vous abordez ça ? Toi, Tamara, je sais que tu es à fond sur l'IA, que tu t'auto-formes, que tu oses. Est-ce que tu peux nous dire tout simplement comment tu abordes cette problématique d'IA qui, de toute façon, jusqu'à nos retraites, si nous en avons, va faire partie de notre quotidien de communicant ? Oui, c'est vrai que moi, l'IA me passionne parce qu'elle va révolutionner notre métier, mais pas seulement, elle va, je pense, bouleverser le monde. On le voit déjà avec la médecine, l'IA est capable de détecter certains cancers plutôt que l'œil humain. En recherche scientifique, il y a des modèles qui accélèrent la découverte de nouveaux médicaments, etc. Et donc, je pense qu'on est vraiment au début d'une transformation générale et il faut vraiment se former sur cet outil. C'est fondamental. Jean-François, tu te formes aussi ? Ah bah oui, tout à fait, comme Tamara, en regardant des choses qu'on trouve sur Internet. Il y a plein de choses sur YouTube, il y a plein de choses sur les outils de Google, il y a plein de choses sur les outils de ChatGPT. Donc, il faut se former, il faut regarder ce qui se passe. Je pense que c'est un secteur qui va aussi beaucoup évoluer et je pense qu'il faut plus se former sur ce qu'on peut faire avec que sur j'allais dire, la technique qui est derrière, qui peut être des fois très très complexe à comprendre et à gérer. Voilà. Mais pour revenir sur la partie recrutement, moi, ce que je trouve assez marrant, parce qu'on parlait de recrutement et en fait on voit qu'aujourd'hui on a des annonces de recrutement ou des descriptifs de postes qui sont faits avec de l'IA, qu'on va poster sur des sites sur lesquels des gens vont répondre avec de l'IA en refaisant leur CV avec de l'IA pour répondre à la fiche de poste. Et les mêmes CV qui vont être reçus, qui vont être analysés par des robots IA. Et je me dis que à la fin, ces robots, ils vont juste chercher des mots-clés pour dire si vous êtes un bon candidat ou un mauvais candidat. Je dis quand même que heureusement qu'à la fin, il y a encore un humain derrière pour décider d'un recrutement ou pas. Et on parlait tout à l'heure de valeurs d'entreprise, de culture d'entreprise. L'IA n'est pas encore capable de percevoir si vous pouvez rentrer dans une culture d'entreprise ou une façon de travailler dans une entreprise. Heureusement, mais c'est un peu une sorte de course à l'IA. C'est l'IA contre l'IA, contre l'IA, contre l'IA, même dans les process de recrutement. Si les IA ne font que discuter entre elles, il y a un moment, il sera temps qu'un recruteur, un vrai candidat puisse se rencontrer et se parler. Oui, je crois qu'il y a un site internet qui a été créé là au début de l'IA où c'était deux IA qui parlaient ensemble. Et je crois que le site existe toujours. Donc les deux IA parlent, ils ont juste initié la conversation, les deux IA parlent ensemble. C'est absolument inintéressant, mais vous pouvez aller sur le site et voir ces deux IA qui parlent de sujets complètement inintéressants. Mais voilà, ce sont deux IA qui discutent ensemble. Tamara, je reviens à toi après cette parenthèse sur les IA qui discutent ensemble. Espérons qu'il y ait un peu d'émotion qui passe par là, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Toi, je sais que, étant donné que tu adores aussi l'IA et que tu te formes et que tu oses encore une fois et que tu tapes à la porte de l'IA à très juste titre, je crois que tu suis un YouTuber, c'est ça Oui, je suis un YouTuber qui s'appelle Ludovic Salen.
et que je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Je m'intéresse beaucoup à l'automatisation et donc lui propose toute une formation sur l'automatisation. C'est complexe l'automatisation parce qu'on en a tous envie d'automatiser les fameuses tâches, tu sais, qui sont un peu chronophages et un peu pénibles, disons les choses clairement. Mais est-ce que notre métier, je m'adresse à toi encore, Tamara, est-ce que notre métier peut être pas intégralement automatisé en tant que communicant ? Non, la réponse est claire. Mais est-ce qu'on peut finalement tant automatiser de tâches dans notre job ? L'IA, elle est capable d'automatiser certaines tâches répétitives comme la synthèse des réunions, la mise en forme, création de visuels ou encore l'analyse des KPIs. Donc, je pense qu'il faut s'y intéresser. Est-ce que c'est pas finalement une sorte d'Excel bis ? J'exagère en disant ça, bien évidemment. Par moment, j'entends. Je crois que l'IA, c'est un outil. Donc, en fait, tout va dépendre de ce qu'on en fait. C'est au même titre que Excel, tu as raison, ou au même titre que Internet, ou Photoshop, Illustrator, ou un podcast. C'est de l'intelligence, elle est derrière l'homme ou la femme qui pilote cette intelligence artificielle. Et donc, il y a toujours de l'intelligence humaine au début. Et c'est là où est le cœur, la valeur ajoutée de notre métier. On disait, en préparant l'émission, là... Tu mets 2 personnes devant l'IA, une qui est graphiste, une qui n'est pas graphiste. Je peux te garantir que la meilleure photo, la meilleure illustration que tu auras à la fin, c'est la personne qui est graphiste et qui saura programmer l'IA et qui saura en faire quelque chose. Et si tu as un béotien qui est devant, qui n'a aucune notion de graphisme, il te fera une image qui sera absolument nulle. Donc c'est la même chose qu'avec un appareil photo. Si tu mets un photographe et quelqu'un qui n'est pas photographe, la meilleure photo, ce serait celle du photographe parce qu'il y a un vrai métier, il y a un vrai savoir-faire. Donc l'IA, elle est juste là pour t'aider à réaliser des choses, mais si tu n'as pas l'intelligence et la connaissance et l'expérience, tu n'en tireras absolument rien. Oui, complètement d'accord. L'IA, c'est vraiment, faut le voir comme un assistant. L'IA, elle est là pour nous libérer du temps, pour qu'on se concentre sur des choses un petit peu plus intelligentes, comme la stratégie et surtout la créativité, comme vient de le souligner Jean-François avec la partie graphisme. Je suis d'accord sur le principe que, pour moi, l'IA, c'est un assistant. Mais est-ce que, puisque nous n'en sommes qu'au début de l'IA générative, qui pour moi est l'IA, je vais être un petit peu rude, mais un peu l'IA du pauvre. C'est-à-dire que pour moi, la véritable IA se situe dans le médical, dans des choses comme ça, qui sauvent réellement des vies. Là, on a un peu l'IA pardonnez-moi l'expression par avance, et j'en suis désolé, l'IA du crétin. Je m'explique. Beaucoup de gens, y compris dans la communication, y compris des gens qui ont pas mal d'expérience, disent c'est formidable dans notre métier de communicant, on va pouvoir faire des choses, des campagnes avec beaucoup moins d'investissement, ça va aller beaucoup plus vite, etc., etc. Est-ce que cette facilité un peu idiote, à mes yeux, et je porte un jugement clair, net et précis, n'est pas en train de tuer notre métier, tout simplement ? Tu disais qu'il fallait de l'intelligence et de l'émotion, mais est-ce que finalement notre fainéantise naturelle, même chez les communicants, va pas considérer à dire on n'a plus besoin de graphistes, on n'a plus besoin de ci ou de ça, et on va faire les choses juste en demandant à ChatGPT ou Claude ou Perplexity ? Moi, je pense que ça va ouvrir d'autres champs possibles, au même titre que si tu regardes quand sont arrivés les outils comme Photoshop, Illustrator, on s'est dit c'est bon, ça y est, les graphistes sont tous morts. Non, graphiste c'est un métier, photographe c'est un métier, rédacteur c'est un métier. Et les outils permettent juste de faire des choses différentes, de faire peut-être plus vite, de faire différemment, mais ça va pas tuer tous les métiers. Ça va, je pense, tuer certains métiers. Tout ce qui était les métiers comme le disait Tamara, les métiers ou les tâches très répétitives, tout ça, ça va disparaître. Et tant mieux, parce que c'est quand même pas des tâches particulièrement intéressantes sur le plan intellectuel. Mais ça va pas tuer les métiers, ça va peut-être faire des choses différemment. C'est-à-dire que le graphiste, peut-être au lieu d'avoir au début, un graphiste, il bossait avec un stylo, un crayon. Aujourd'hui, il bosse devant un ordinateur et demain, peut-être qu'avec l'IA, il bossera qu'à la voix et ça sera complètement différent. Mais ça va pas tuer, je pense, les métiers, ça va obliger à faire les métiers différemment et d'être encore plus intelligent, parce que peut-être que la réalisation sera plus facile, mais la conception, elle sera toujours dans un cerveau humain. La technologie, elle fait évoluer notre monde, on le sait tous, mais quid de l'intelligence humaine ? Pour moi, l'intelligence humaine restera toujours indispensable pour créer de la singularité, pour créer de l'émotion, et ne pas oublier que l'IA, oui, va nous aider à gagner du temps, mais l'intelligence humaine
est irremplaçable. Ouais, puis je crois que c'est aussi une notion de responsabilité, c'est qu'est-ce qu'on en fait nous en tant que communicants. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On sait très bien, par exemple, sur les réseaux sociaux, on est en train de fabriquer des usines à fabriquer des crétins. Voilà, je vous invite à lire La fabrique du crétin digital, qui est un super livre sur le sujet, mais on est en train de fabriquer des usines à crétins. Donc, c'est quoi notre responsabilité là-dedans, quoi? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on gère mieux nos réseaux sociaux plutôt que d'aller faire des centaines de milliers de posts qui ne sont pas forcément vus, qui touchent 3 personnes et qui sont absolument inutiles. Je crois que dans les années 80, on était exposé à peu près 200 messages publicitaires par jour. Aujourd'hui, c'est entre 2005, je crois, c'est autour de 2005, 2002, 2500 messages publicitaires par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces messages publicitaires, quoi? Est-ce que c'est vraiment utile? Et quelle est notre responsabilité de communicants là-dedans à faire en sorte que les messages qu'on porte soient des messages qui soient efficaces? Alors peut-être que l'intelligence artificielle va nous aider à faire ça, à avoir des messages qui soient efficaces, qui touchent des gens et qui soient vraiment utiles, plutôt que de faire de la surabondance de messages publicitaires qui finalement ne font que fabriquer du crétin en permanence. Aujourd'hui, l'IA permet de produire à peu près tout et n'importe quoi et on est abreuvé de ces fameux contenus qui sont pour la plupart du temps nullissimes et on a l'impression de faire bien notre métier. Mais est-ce que la fameuse sobriété éditoriale ou le moins mais mieux ne va pas être mise à mal dans les années à venir avec la production de contenu qui est faite par l'IA générative ? Encore une fois, ça dépend de comment on utilise l'IA. Si c'est utiliser l'IA pour faire encore plus de contenu qui vont encore plus saouler les gens, finalement, on aura tout raté. Et tout part en fait de la stratégie. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont nos cibles? Quels sont les messages qu'on veut faire passer? Donc, s'il faut faire plus pour répondre à la stratégie, faisons plus. Et l'IA va peut-être nous aider là-dedans. Moi, je préférerais que l'IA nous aide à mieux définir notre stratégie, à peut-être mieux faire personnaliser certains messages, à aller vers des choses qui soient beaucoup plus ciblées. Et là, faire du mieux plutôt que de faire du plus, ça sera, je pense, un des grands gains que pourra apporter l'IA. Après, à nous de l'utiliser de cette façon-là, et plutôt que de partir dans la solution de facilité qui est de faire toujours plus pour finalement, pour rien en fait. En faisant ça, on ne répond pas aux objectifs ou à la stratégie qu'on peut se fixer. Ouais, je pense qu'effectivement, il faut privilégier la qualité plutôt que la quantité, l'essentiel plutôt que le superflu, et la clarté plutôt que la complexité. Ok, mais ça veut dire à un moment ou à un autre que privilégier la qualité des messages, encore faut-il qu'on sache ce que c'est que la qualité. Oui, et puis je crois que c'est ce qu'on voit aussi avec les outils d'IA, c'est que tout le monde peut les utiliser sans avoir forcément une compétence particulière. Et je trouve qu'on voit une sorte d'appauvrissement en fait des qualités des visuels, par exemple, un appauvrissement des textes. Il y a de moins en moins de gens qui écrivent eux-mêmes. Malheureusement, je crois que la moitié des messages sur LinkedIn sont des messages qui sont écrits par l'intelligence artificielle. Donc je trouve ça dommage parce qu'on va vers une standardisation et un appauvrissement de la qualité et un appauvrissement, je vais y arriver, un appauvrissement de nos métiers également. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Après, encore une fois, c'est à nous de décider de ce qu'on veut faire de l'IA. Une question difficile, Tamara. Est-ce que c'est pas en train de tuer notre métier, tout simplement? Ça dépend comment on voit les choses. Je parlais tout à l'heure d'intelligence, de l'intellectuel. Encore une fois, pour moi, l'IA, ça reste un outil. On mentionnait le tableau Excel qui allait révolutionner les métiers des directeurs. Voilà, merci. Bon, ça n'a pas été le cas. L'IA, il faut vraiment savoir manier avec parcimonie. Et avec intelligence aussi. Intelligence humaine. Et oui, c'est ce que j'ai dit, avec intelligence humaine, ouais. Après, je crois que le risque, c'est que l'IA vienne encore dévaloriser plus nos métiers. On a des métiers qui sont assez peu valorisés. J'aime bien dire que la communication, c'est comme le sexe. Tout le monde peut être doué pour ça. Et donc, tout le monde a son avis sur le sujet. Et ça risque d'être encore plus vrai avec l'IA parce que tout le monde va être persuadé que parce qu'il est capable de faire un bon prompt sur une IA et sortir une belle photo, qu'il est capable de faire de la communication. La com, c'est un métier, ce sont des métiers. Et le risque, on l'a un peu vu aussi avec je prends l'exemple de la photo numérique où tout le monde était capable de faire des photos, mais tout le monde n'est pas capable d'être Robert Doisneau. C'est deux choses complètement différentes. Et le risque, c'est que l'IA vienne dévaloriser nos métiers. Honnêtement, aujourd'hui et dans les quelques années à venir, ce qui me fait le plus peur, très sincèrement,
Mais je pense que c'est aussi le rôle des communicants d'expliquer ce que c'est que notre métier, ce qu'on doit faire, ce que c'est que le marketing, ce que c'est que la communication, et pourquoi une photo qui est faite n'importe comment n'a pas la même valeur qu'une photo qui est faite par un vrai photographe, qui va certes coûter plus cher, mais que l'IA va pas être capable de faire parce que ça sera trop compliqué à faire. Et donc, voilà, c'est aussi le changement de notre métier. Il y a aussi un gros travail, je pense, de pédagogie, d'information sur ce que sont plutôt les métiers de la communication. Ouais, et puis même avec l'IA, il faudra toujours des compétences. Des compétences, du discernement et les métiers qui vont avec. Oui, mais alors, on parle de discernement et on va revenir à nos jeunes. Nos jeunes ont plutôt tendance, moi je le vois avec ma fille qui a bientôt 14 ans, elle pose la question à ChatGPT, elle est tout à fait d'accord avec ce que lui répond ChatGPT. Peut-être que tes gamins le font, Tamara aussi. Alors qu'il y a 30% des réponses de l'IA qui sont fausses. Hein. Et encore 30%, je trouve que c'est bien. Et il a tendance à halluciner, comme quoi il ne fume pas que des cigarettes qui font rire. Le truc intéressant, c'est qu'une IA est incapable de faire un calcul. Vous lui demandez 2 plus 2. En fait, si dans sa base de données, il y a la réponse 4, il va être capable de vous la donner. Mais si vous lui demandez un calcul hyper compliqué, il sera incapable de le faire parce qu'il ne va pas le trouver dans sa base de données. Donc, on fait confiance à des gens à des systèmes qui sont pas capables de compter sur des choses assez basiques en fait, qu'on peut demander à n'importe quel enfant facilement. Et on appelle ça de l'intelligence artificielle. Mais alors, je reviens justement à nos jeunes. Le fameux discernement dont tu parlais. Tamara, est-ce que tu penses que les communicants du futur, c'est-à-dire ceux qui ont l'âge par exemple de nos enfants, qui dans quelques années, dans une dizaine d'années seront sur le marché de l'emploi, seront en train de travailler dans la communication, est-ce qu'ils vont avoir finalement ce recul pour savoir si oui ou non il y a des hallucinations comme tu le disais Jean-François ou des bêtises? Qu'en est-il, Tamara? Moi c'est ça qui me fait très très peur aussi, avec des gens qui se satisfont de réponses sans pour autant les interroger. Je pense qu'il y aura effectivement deux catégories de jeunes, ceux qui sont curieux et qui rechercheront toujours à aller plus loin, à lire, à aller voir des expos, à écouter des podcasts, à échanger, etc. Ceux qui vont continuer à se nourrir intellectuellement, et puis les autres, effectivement, un peu plus feignants, qui vont utiliser l'IA à tout bout de champ. Donc, 2 catégories. Moi, je discutais avec un prof l'autre jour et il me disait aujourd'hui, je peux plus interdire à mes élèves d'utiliser l'IA, forcément. Et donc, il dit, j'ai changé mon fusil d'épaule, je leur dis, vous avez le droit d'utiliser l'IA, tant que vous voulez. Par contre, si dans une copie, je vois un truc qui est faux, je vous enlève 2 points. Et en fait, parce qu'il leur dit, vous pouvez utiliser l'IA, allez-y à fond, mais c'est votre responsabilité de vérifier que ce que vous mettez dans votre copie est juste. Et donc, tout ce qui est faux, fake news et erreur, je crois que c'est Luc Julia, là, un des patrons de Siri, qui avait fait une démonstration où il demandait, je crois, c'était la biographie de Victor Hugo, et tout était faux. La date de naissance était fausse, le lieu de naissance était faux, etc., etc. Donc il dit, voilà, donc ce prof-là, il disait, c'est la responsabilité de l'élève de vérifier que ce qu'il met dans sa copie est juste. Et c'est peut-être là, je pense, une façon assez intelligente d'expliquer aux jeunes quelle est leur responsabilité, et pas prendre pour argent comptant tout ce qui vient de l'IA. Alors tu parles de responsabilité et je voudrais qu'on termine cette parenthèse sur l'IA, mais qui est une parenthèse fondamentale, que ce soit pour les moins jeunes comme nous ou les jeunes. Il y a toute cette problématique autour de l'environnement avec l'IA. Vous le savez bien, IA veut dire consommation d'énergie de notre environnement, donc de fait de notre planète, qui est absolument considérable. Est-ce que nous, les communicants, Tamara, n'avons pas tout intérêt aussi au sein de l'entreprise, à expliquer que oui, c'est sympathique de taper sur l'IA interne ou sur ChatGPT et autres, mais qu'il faut aussi comprendre qu'on est en train quelque part de ruiner notre planète pour pas grand-chose souvent. Complètement d'accord, mais je pense qu'il faudrait imaginer une charte dans toutes les entreprises concernant l'utilisation de l'IA et l'impact environnemental. Bien souvent, toutes ces données sont souvent oubliées. Et donc, je pense qu'avec une charte, avec une bonne pédagogie de la part des seniors aux juniors, ça pourrait aider. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être former les gens aussi à peut-être, bien utiliser l'IA, mais aussi à comprendre ce qui se passe derrière, parce que honnêtement, personne ne sait combien de litres d'eau ont été nécessaires pour refroidir un serveur.
Absolument. Oui. Comme je le disais, une charte avec des données scientifiques pour que, alors pas seulement les jeunes, mais pour que tout le monde puisse avoir en tête ce que ça consomme en énergie. Je crois qu'il y avait une étude de l'IFRI là, il y a pas très longtemps qui disait que en 2026, on va utiliser en Europe 36 centrales nucléaires juste pour alimenter l'IA. Donc on voit bien que c'est énorme. Et le jour, j'ai assisté à une conférence d'Étienne Klein et il rappelait que demander à son voisin, finalement, des fois, c'était assez simple et que ça consomme qu'un kilowatt. C'est l'énergie nécessaire pour faire fonctionner un cerveau pendant une journée. Donc, des fois, simplement demander... Alors, il donnait l'exemple, lui, un endroit où il était allé, c'était un open space et les gens étaient en train de consulter l'IA alors que simplement, au-dessus de la paroi de l'open space, ils auraient simplement pu se poser la question et la personne qui était en face avait certainement la réponse. C'est pas nécessaire d'aller chercher des trucs hyper compliqués. Complètement d'accord avec Jean-François. Je souris parce qu'en fait, j'étais avec le week-end dernier, j'étais avec des amis qui avaient un adolescent et en fait, on cherchait un restaurant. Et la première chose à laquelle il a pensé, c'est d'utiliser l'IA pour une adresse d'un restaurant. Voilà. Et donc, je lui ai répondu, comme tu le disais justement, Jean-François, tu sais, Google, ça fonctionne très, très bien aussi. Et puis, plan sur ton smartphone aussi bien. Donc, je pense qu'il faut éduquer nos jeunes. Il faut éduquer nos jeunes, il faut aussi éduquer l'entreprise, je crois, très honnêtement. Après, là, il y a une grosse éducation à faire dans l'entreprise sur la partie IA, c'est toute la partie cybersécurité, parce que là, on est en train d'envoyer des centaines de millions de données un peu partout, à droite et à gauche. Heureusement, il y a des gens qui travaillent dessus, il y a des entreprises qui font maintenant des IA dans des systèmes complètement fermés. Tu parlais d'Orange, par exemple, qui a sa solution qui est complètement fermée. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher James Bond. Il suffit de regarder toutes les données qui partent sur les réseaux. C'est absolument hallucinant. Il y a d'ailleurs à ce sujet-là des formations qui sont faites par la DGSI, qui sont très très bien faites sur la sécurité et je crois qu'ils interviennent gratuitement en entreprise et il faut simplement se rapprocher des gens de la DGSI localement et pour avoir suivi une formation comme ça, c'est assez bluffant. Ça, tu fais bien de le dire parce que la sécurité, on n'y pense absolument pas parce que quand on est en train de taper sur son smartphone ou sur son ordinateur, quand même c'est l'ordinateur du bureau et puis on va peut-être même mettre des choses dans Perplexity Cloud ou ChatGPT ou une autre, ou Mistral, des choses ultra confidentielles. Ça peut paraître tout idiot, mais c'est vrai qu'il y a certains qui le font et il n'y a rien de tel pour tout donner exactement. Au reste du monde. Alors, je voudrais conclure cette parenthèse avec une question qui est extrêmement difficile. Je commence par toi, Tamara. Tu es contente? Je le sais, je le vois à ton visage. L'IA, bonne ou mauvaise chose pour les communicants? C'est une bonne chose parce qu'encore une fois, c'est un outil qui va nous permettre de gagner du temps. On en a parlé un petit peu plus tôt. Moi, les tâches répétitives, je veux dire, j'ai autre chose à faire qu'un compte-rendu de réunion qui a duré 1 heure ou 2 heures. Et je préfère me consacrer pleinement à la stratégie ou à plancher sur un sujet qui va m'intéresser. Donc, bonne chose. L'intelligence artificielle permettrait, selon toi, de revenir à l'intelligence humaine, c'est-à-dire se consacrer sur le plus important. Absolument, ouais, c'est mon avis. Moi, je dirais ni bon ni pas bon, tout dépend de ce qu'on va en faire et de la façon dont on va l'utiliser.